Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bonjour à tous et bonjour à tous. Écoutez, on est particulièrement ravis d'être là avec vous ce matin pour parler donc de ce sujet de nous-mêmes. De nous, on va parler beaucoup de nous, de citoyens, de consommateurs et de la façon dont on peut s'engager et faire changer nos comportements pour aller justement vers cette société durable. Donc très rapidement, et avant de passer la parole à notre premier intervenant, qui vous allez voir va beaucoup vous inspirer, je voulais dresser un petit peu le paysage, un petit peu de où on en est. Et tout part de la surconsommation. D'accord. Aujourd'hui, ça fait quelques décennies que nous vivons dans une société de surconsommation. Et cette surconsommation, alors elle se voit d'un point de vue environnemental, ça on en parle beaucoup, puisque c'est donc la surconsommation de ressources et les pollutions qui sont liées à ça, qui entraînent derrière du dérèglement climatique et puis aussi l'extinction de la biodiversité. Mais il y a aussi un autre élément, on en parle beaucoup moins, qui est quelle est l'influence de cette surconsommation sur nous, sur la société. Et en fait, cette surconsommation, puisqu'on n'a jamais ce qu'il faut, ce qui va bien, je renvoie à la dernière publicité d'Apple sur le dernier iPhone, et qui est aussi en vert. Mon Dieu, je n'ai pas le dernier iPhone en vert. D'accord. Elle aboutit non pas à nous rendre heureux, mais à nous rendre frustrés, puisqu'on n'a jamais la bonne couleur de l'iPhone qu'il faut. De frustrés, elle nous rend addicts, et nous vivons dans une société addictive, donc au sucre, à la mode, aux gadgets électroniques, mais aussi aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, d'accord. Et de cette addiction, comme toutes les addictions, ça nous rend violents. Et nous vivons dans une société de plus en plus violente, d'accord. Et de la même façon qu'il y a ce cercle sur l'environnement, entre donc surconsommation de ressources, pollution, et puis dérèglement climatique et effondrement de la biodiversité, on a ce cycle social sur surconsommation, frustration, addiction, violence. D'accord. Donc pour sortir de tout ça et aller vers ce que le neurocognitiviste avec qui je travaille, qui s'appelle Jacques Fradin, qui est donc un spécialiste des sciences du comportement, on a travaillé ensemble pour justement réfléchir à comment on peut passer de cette société addictive à une société rassasiante. C'est-à-dire qu'on va redécouvrir ce que c'est que la satiété, ce plaisir de la satiété, mais de façon positive, pas de façon contrainte. Et c'est ça qui permettra d'arriver à ce que Pierre Rabhi, pour ceux qui le connaissent, le regretté, qui malheureusement a disparu, appelait la sobriété heureuse. D'accord. Donc c'est une sobriété qui nous épanouit. Pour ça, il y a un élément clé. C'est nous. Nous, les citoyens consommateurs. Et donc, pour ça, on a besoin de solutions et on a besoin de faciliter nos changements de comportement. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, et je pense qu'on va illustrer parfaitement ce qui fait un peu le cœur de Change Now, c'est-à-dire des constats, des idées et surtout des solutions pour changer. Et donc pour ça, je vais demander à notre premier intervenant de venir. Alexandre, à toi. Et on peut l'applaudir. Voilà. Merci Alexandre. Je vais te laisser après. On va Bonjour à tous. 30 secondes. Donc Alexandre, alors je vais faire court sur le CV parce que sinon on y passe la matinée parce qu'il a un CV long comme mes deux bras. Donc Alexandre, d'abord, c'est un serial entrepreneur. Donc il a commencé à 17 ans. Avec les cheveux blancs, ça fait quelques années quand même. Contrairement à d'autres, alors c'était un entrepreneur à succès. Donc il a gagné beaucoup d'argent. Mais contrairement à d'autres entrepreneurs à succès, au lieu de rêver de Ferrari, de yachts et de jets privés, lui, il a préféré rêver d'empathie, de partage, de redistribution. Et donc, il a à la fois créé une fondation qui s'appelle EPIC, qui lutte contre les inégalités, notamment liées à l'enfance, et dont la caractéristique, c'est justement d'être extrêmement rigoureux dans l'impact. D'accord. Donc, la façon dont il gère cette fondation, elle a même fait l'objet d'une étude de cas à l'université d'Harvard sur la façon dont il choisit ses causes, dont il choisit les ONG qui portent ces causes et l'efficacité de l'impact des actions de ces ONG. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il a aussi créé un fonds d'investissement qui s'appelle Bliss. Et l'idée, c'est que justement, cet argent,
qui est issu de ce fonds d'investissement, ils servent à alimenter la fondation. Et donc, voilà, d'avoir ce côté circulaire, c'est un bon cercle, celui-là, qui permet justement cette redistribution par rapport au travail qu'il a entrepris depuis quelques décennies. La dernière chose, c'est que c'est aussi un écrivain, un auteur, qui a notamment écrit un premier livre qui s'appelle La Révolution du partage. Et ce qui rend fondamentalement heureux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon introduction, ce n'est pas donc la consommation, ce n'est pas le dernier gadget à la mode, c'est le plaisir et le partage. Ça, tous les sociologues, psychologues, voilà, comportementalistes vous le diront, c'est ça les deux éléments qui nous rendent heureux. Donc ça, je pense qu'il l'a parfaitement compris, puisqu'il a écrit un livre dessus, et la force du partage que ça apporte. Et puis un dernier ouvrage qui s'appelle Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc s'il y a il y en a qui ont des vocations ici, n'hésitez pas à lire ce dernier livre. Donc Alexandre va commencer par nous inspirer pendant une petite vingtaine de minutes, et je vais lui laisser la place sur quel est notre pouvoir citoyen en tant que consommatrice et consommateur. Alexandre, à toi. Merci Thomas pour cette présentation, cette introduction. Donc en effet, je suis entrepreneur, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Web3, de NFT ou d'autres sujets technologiques, mais je vais vous parler de citoyenneté, d'engagement, de partage. Et je vais vous faire un peu participer dans les 20 prochaines minutes. Est-ce que vous pouvez déjà, je vais vous faire participer même physiquement. Je sais que c'est compliqué, c'est samedi matin. Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Alors c'est une question très simple, je commence doucement. Question très simple. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà voté une fois dans leur vie? Voilà. Donc non, je sais, je vous donne un peu de force. Laissez la main en l'air si vous avez voté cette semaine. Est-ce que vous avez voté cette semaine? Non? Aucun, vous ne pensez pas? Et l'objectif, là, c'est qu'on pense qu'on n'a pas forcément voté. Parce qu'on reste dans un modèle très classique de vote. En fait, les 20 prochaines minutes, je vais essayer de vous démontrer qu'en fait, on vote tous les jours. Et je vais, donc c'est la liberté citoyenne, commencer par vous parler d'un entrepreneur que nous aimons beaucoup, qui est Nicolas Chaban. Qui a déjà acheté un produit C'est qui le patron ici? Ouais, non, vous connaissez tous l'histoire de C'est qui le patron. Résumer cette histoire-là, il y a 6 ans de ça, 2 entrepreneurs se lancent. En se lançant, en parlant du partage, Thomas, en se lançant en se disant, il est inacceptable aujourd'hui qu'une population, qui sont les producteurs laitiers, puisse avoir un taux de suicide aussi important. Et il étudie, comme tout entrepreneur, à essayer de comprendre comment ça peut être différent. Il se rend compte que tout entrepreneur, s'ils ont 4 cents de plus par litre de lait vendu, ils vont avoir une vie différente. Pas totalement transformée, mais différente, positivement. Et donc il se dit, je vais lancer cette société qui est une coopérative avec des sociétaires, avec ça comme idée. Pour ça, comme 4 cents d'euros, il faut quand même que ça soit acceptable pour le grand public. Il va dire, je vais enlever tous les frais marketing et tous les frais de vente. Eh bien, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et tu parlais du livre, Thomas. J'ai aussi un podcast. Alors, c'est plus simple pour moi de parler du podcast parce qu'un livre, c'est payant. Au moins, un podcast, c'est gratuit. Donc, je peux que vous conseiller d'écouter ce podcast. Ça s'appelle Pause, où je reçois des activistes, des entrepreneurs sociaux, tech, des chefs d'entreprise et bien d'autres à nous parler de leur engagement, de leur parcours assez extraordinaire. Écoutons ce que Nicolas Chaban nous dit sur son résultat. Cette brique de lait est devenue en 2 ans le produit issu d'une nouvelle marque le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire en France. Tout le monde se rend compte qu'un produit un peu plus cher, mais avec de la valeur ajoutée, de la transparence et de la traçabilité, est capable d'avoir des performances économiques complètement inattendues. Ce n'est pas le chiffre pour les chiffres, il faut mettre ça en face de ce bon sens partagé, de cette volonté collective des consommateurs de devenir ambassadeurs. Alors, Nicolas dit, ce n'est pas le chiffre pour le chiffre. Il n'empêche, dans le monde dans lequel nous vivons, les chiffres sont importants. Aujourd'hui, 287 millions de litres de lait ont été achetés, vendus. C'est devenu la première marque de lait vendue en France. Depuis, ils ont 40 autres produits qui sont vendus. Ça prouve que les choses ont changé. Elles ont évolué. Et pourtant, on a tous grandi, tous, et étudié, en partant de la seconde, l'économie. Et en économie, si vous vous souvenez bien, il y a quelqu'un qui s'appelle, ou en tout cas qui s'appelait Milton Friedman. Est-ce que vous vous souvenez de Milton Friedman? Milton Friedman avait cette phrase incroyable aujourd'hui, mais qui a résonné positivement pour plein de générations, qui est celle-là. Écoutez ça quand même. Responsabilité sociale d'une entreprise, on parle de RSE ici, c'est d'accroître ses profits. Et on a accepté ça, ma génération, ta génération Thomas, toi aussi tu as des cheveux blancs,
merci pour l'introduction, à accepter ça. Ce qui est intéressant, on le voit avec les gens qui sont ici aujourd'hui, on n'accepte plus ça. La RSE ne peut plus être que ça. Le monde a changé, ce monde du partage, ce monde d'une vision différente. Et pourquoi il a changé? Pourquoi ce monde a basculé? Et là, je vais vous poser une autre question, grâce à cette personne-là. Qui reconnaît? Alors j'ai tout entendu, hein. Le Père Noël, je vous assure que ce n'est pas ça. Clémenceau, hier j'avais entendu Karl Marx. Qui c'est? Charles Darwin. Charles Darwin, là on est au XIXe siècle. Hein. Charles Darwin étudie l'évolution de l'espèce. Il écrit un livre en 1859 sur ce sujet-là, qui explique quoi? Que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, qui ne sont pas les plus grosses, mais qui ne sont pas forcément les plus intelligentes, c'est celles qui savent s'adapter. Et donc on est rentré dans un monde où on parle beaucoup de darwinisme économique. C'est pour ça, je prends un autre exemple, que... Alors c'est une deuxième question facile. Qui a un téléphone Nokia ici? Une personne. Alors là, tu m'épates. 2 personnes. Alors là, je ne pensais pas, mais enfin, il reste que 2 personnes. Si j'avais posé la même question il y a 15 ans de ça, c'est 50% des gens qui allaient lever la main. Pourquoi? Parce que Nokia a cru être le plus fort et le plus intelligent. Et beaucoup d'entreprises, vous allez me dire, ce n'est pas que Nokia, il y en a d'autres. Kodak, BlackBerry, d'autres ont pensé ça. Pensé, mais moi, je n'ai pas besoin de changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vécu une révolution économique et une révolution technologique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une révolution sociale, sociétale qui arrive. Et il va y avoir exactement les mêmes conséquences. Les conséquences, encore une fois, ce n'est pas moi, Thomas et les personnes qui sont autour de la salle qui pensent la même chose. Si vous êtes ici, c'est qu'on est très similaires dans cette façon de penser. Mais il y a 84% de personnes qui pensent la même chose. Elles pensent quoi, ces personnes? Elles pensent qu'elles vont arrêter de consommer, elles vont arrêter d'acheter un produit si ce produit-là n'est pas en rapport avec ses valeurs. C'est considérable. Et ces chiffres-là vont impliquer un changement de comportement. Quand on parlait de changement ou d'évolution, cette évolution existe évidemment chez la consommatrice, chez le consommateur. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette évolution chez cette consommatrice et chez le consommateur? 3 facteurs clés. 1, une prise de conscience. Une prise de conscience au quotidien de cet impact que nous avons sur ces grands enjeux sociétaux, environnementaux. Deuxième point, on a une multiplicité de choix. Peut-être qu'il y a 10 ans ou 20 ans, si vous vouliez acheter un produit, il y avait peut-être un produit ou 2 produits dans une catégorie. Aujourd'hui, vous en avez 5, 7, 10. Si vous allez vous êtes baladé dans les allées, vous allez voir tellement d'entrepreneurs qui lancent des nouveaux produits sur des catégories différentes. Donc cette multiplicité de choix, elle existe. Il n'y a plus de raison de dire ah, « j'avais pas la possibilité ». Troisième point, notre pouvoir. Le pouvoir, normalement, on a toujours imaginé que c'était un pouvoir de vote classique. Une fois tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 6 ans, tout dépend des élections, on vote. Et on espère que quelqu'un en haut va pouvoir changer notre actualité, notre quotidien. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce pouvoir, il est réel et c'est le nôtre. Il est à notre niveau. Et moi, ce que j'appelle la liberté citoyenne, terme que tu utilisais également, c'est en fait l'addition de ces 3 facteurs. L'addition de ces 3 facteurs ensemble nous oblige également. Mais c'est ce que j'appelle la liberté citoyenne. Et la liberté citoyenne, elle apporte, ou en tout cas, elle implique 4 choix différents. 4 choix différents. Le premier choix que nous avons, et on a ce choix-là, c'est le choix plus simple. Acheter des produits ou des services qui sont en lien avec qui nous sommes, avec nos valeurs. Qui ici pouvait aussi à nouveau lever la main, a déjà acheté un produit, par exemple, chez le site français, a utilisé l'application Too Good To Go, déjà beaucoup, a utilisé l'application Yuka, va plutôt chercher des informations sur Ecosia ou Lilo. Et bien voilà, ces questions-là, c'est que je vous aurais posé de nouveau la même question il y a 5 ans, et bien on ne l'aurait peut-être pas fait. On n'aurait pas été aussi impliqué que ça. Donc premier sujet, c'est acheter dans ce sens-là. Deuxième, c'est l'inverse. C'est refuser d'acheter. On dit, on n'achète plus ces produits, on refuse, on s'interdit de le faire. Pas toujours évident. Je vous prends un exemple d'une personne très connue, futur double champion du monde, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann,
vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, il a fait quelque chose d'assez fort, même de très fort. Il s'est dit, j'arrête ce contrat de partenariat avec l'entreprise chinoise Huawei, qui avait été pris dans le scandale scandale contre la communauté ouïghour en Chine. Et Antoine Griezmann a dit, j'arrête, je ne veux plus leur argent. Je n'en veux plus. Là, vous allez dire, ça paraissait logique. Mais ça reste que c'est quand même des sommes importantes. Et que je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, un autre joueur de foot qui s'appelle Lionel Messi n'a pas fait la même chose. Parce qu'il continue à avoir de l'argent de cette entreprise. Donc, on va peut-être comprendre, on va peut-être penser que c'est facile. En fait, ce n'est pas facile pour tout le monde. Troisième choix qui est ici important, c'est moins consommer. Et moins consommer, pour le coup, c'est des petits actes de consommation. Ça va être, je prends l'exemple, cette semaine, il y avait une vraie vague de chaleur à Paris, et je me souviens que les équipes, on n'avait pas d'air conditionné dans le bureau, on se disait d'ailleurs en disant juste, ça aurait été quand même pas mal d'avoir de l'air conditionné cette semaine. Et il y a quelqu'un d'autre des équipes qui disait, oui, mais est-ce que ça aurait été une bonne chose de la mettre? Et est-ce qu'on n'a pas pu quand même travailler correctement? Eh bien, c'était un petit acte, un tout petit acte, mais qui était un système de moins consommer. On le voit, moi je le vois avec notre fille qui a 12 ans. Et je regarde parce qu'il y a ma femme qui est juste là et voilà, je ne dis pas de bêtises. Notre fille qui a 12 ans, le dimanche, qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime drifter. Voilà, elle va drifter avec sa copine, elle aime donc drifter. Même chose, c'est aller acheter du seconde main et elle a 12 ans. C'est ce moins consommer qui est un point important. C'est la même chose sur les voyages. Aujourd'hui, de nouveau, avec les équipes, je voyais Violaine qui est là-bas, qui m'expliquait qu'elle revenait de Londres par l'Eurostar et que dans l'Eurostar, il y avait écrit un trajet Eurostar, c'est en gros globalement 13 fois moins consommateur qu'un voyage en avion. Ce sujet-là, encore une fois, même l'Eurostar n'aurait pas pensé à mettre ça en avant il y a quelques années. Et le quatrième choix, qui est le plus simple, qu'est-ce qu'il peut être le quatrième choix d'après vous? Le plus simple. Vous avez une idée? Rien faire. Je vous ai dit que c'était simple. Rien faire. Et donc encore aujourd'hui, il y a encore tout un tas de gens qui ne font rien, qui pensent que ça va se passer, qui pensent peut-être que magiquement, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va faire que cette planète va aller mieux. Alors, évidemment, et j'adore ce dessin, ça arrive. Hein, vous voyez, alors évidemment, ces gens-là sont un peu dégarnis, un peu blancs, un peu plus de 60 ans. Ça voudrait dire que peut-être que c'est une génération qui n'a pas compris les changements et qui ne veut pas les comprendre, mais ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas que ça ne va pas changer si nous ne faisons rien. Alors c'est ce lien-là dont tu parlais, entre ce consommateur et ce citoyen. C'est le lien, c'est le trait d'union. Alors évidemment, je vous parle aujourd'hui de citoyen, je vous parle de citoyenneté. Il n'empêche que parfois, le côté consommateur reprend le pas, reprend un peu le dessus. Parce qu'il est certain que parfois, on a des difficultés, en tout cas des choix à faire. Quand ce consommateur est un peu plus important, il y a deux raisons majeures. Le premier, c'est le prix. C'est que c'est bien tout ce qu'on nous disons ici, mais que si le prix du produit est bien plus important qu'un autre produit, ça va être plus compliqué. On en a beaucoup parlé sur le bio. Beaucoup parlé sur le bio parce que beaucoup de gens ont dit oui, mais le bio, c'est qu'uniquement pour des CSP+, des gens qui peuvent se le permettre, parce que c'est vraiment plus cher que des produits classiques. Et en fait, les études ont été faites. Le prix, en fait, c'est 6% maximum. Les gens, en fait, seraient prêts à acheter un produit meilleur, plus aligné avec les valeurs, si le produit n'est pas 6% plus cher. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas 20%, c'est 6%. Et la deuxième raison, est-ce que vous avez une idée de la deuxième raison? La raison pour laquelle on peut acheter sur Amazon, par exemple. La facilité. Qui a acheté sur Amazon la dernière année? Levez la main. Et qui se sent un peu mal à l'aise d'avoir acheté sur Amazon? Voilà. Et ben, moi j'en fais partie, je parle d'une autre, voilà, je parle de toute ma famille, ma femme, ma fille, j'en ai 5 comme ça là. Et ma seconde fille, cette semaine, elle pose la question, elle dit, il me faut un livre demain. Alors déjà on lui dit, bon, ça aurait été pas mal que tu me préviennes un peu avant, enfin c'est comme ça. Et donc la seule manière d'avoir ce livre-là, c'est d'acheter un livre sur Amazon aujourd'hui. En tout cas, et donc quand le colis est arrivé, quand je l'ai vu arriver, je l'ai caché, je l'ai mis dans la poubelle, c'est pas moi, et pourtant c'était moi. Et donc, on n'est pas parfait, on n'est pas des paragons de vertu. Évidemment que notre limite dans cet activisme, qui est notre activisme à tous ici, c'est cette sensation et cette nature humaine, en fait.
on ne peut pas non plus être parfait, et nous ne sommes pas parfaits, et heureusement que nous ne sommes pas parfaits. Et ça, c'est le point aussi qui est un point important, c'est qu'on a tous envie de voir le changement. Tous. Donc c'est pour ça que si je ne vous pose même pas la question, parce que ça paraît, ce serait tellement simple. On lèverait tous la même. Mais maintenant, la question qui est un peu plus compliquée, c'est qui veut changer. Et là, tout de suite, c'est pas forcément aussi évident que ça. C'est pour ça que je vous pose la question à nouveau, et vous me voyez venir quand je vous pose la question. La question, c'est que peut-être que la nature humaine est ainsi faite, mais on a quelque chose dans notre poche qui s'appelle la carte bleue. Et que vous avez compris que cette carte bleue nous oblige à faire ces choix-là. Et c'est pour ça que je vous repose la question aujourd'hui, qui, donc cette semaine, même aujourd'hui peut-être, l'a utilisé pour avoir un vote citoyen, engagé. Est-ce que vous pouvez là lever la main à nouveau? Donc qui a voté? Donc, vous avez compris? Est-ce que j'ai bien fait de tout là? Parce que si vous ne levez pas la main, c'est que les 20 minutes ensemble n'ont pas servi à grand-chose, parce que je n'ai pas été très clair. Je vois que j'ai été assez clair. Merci beaucoup. Cette carte bleue, quand je vous dis qu'elle va avoir un impact, elle va avoir un impact sur des vies humaines, parce que toujours la même chose, on peut dire, je vais acheter ce produit-là, mais si on ne voit pas l'impact, on se dit, mais à quoi ça sert? Alors évidemment, on peut imaginer que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, la Terre tournera mieux, mais la question, c'est que ça a un impact aujourd'hui sur des vies humaines. Je vous parlais de C'est qui le patron? Je voulais, pendant 30 secondes, vous faire écouter Eric, qui est producteur laitier, et qui a vu sa vie être transformée grâce à C'est qui le patron? Si on peut On savait qu'on allait perdre 50 euros. Enfin, moi j'allais perdre 50 euros dans la journée, sans avoir de salaire, sans rien du tout. C'est de l'argent qu'on tirait des revenus des années d'avant pour réinjecter, pour pouvoir survivre. Quand on a su au mois de juin qu'on allait peut-être avoir une porte de sortie, bon, ça nous a aidé un peu à tenir coup jusqu'au mois de septembre. Et puis après, après le mois de septembre, on dormait mieux la nuit. Après, il y a eu un gros changement. Il y en avait pratiquement deux payes dans le même mois, quoi. Ça a été une deuxième vie pour nous. J'espère que ça va durer encore longtemps. Voilà, et donc ça, c'est grâce à ces entrepreneurs, à ces sociétaires, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 sociétaires chez C'est qui le patron, qui ont permis de faire changer des vies. C'est l'exemple de C'est qui le patron. Ce chiffre-là, peut-être que vous avez été là jeudi, il y avait le fondateur de Ecosia qui était là, Christian Kroll, qui est un entrepreneur qui a monté Ecosia en 2009. Là aussi, parfois, il faut avoir confiance dans ces évolutions un peu avant les autres. Ben, comme toi, Thomas, qui travaille sur ces sujets-là depuis des années. Christian lance Ecosia. Ecosia, aujourd'hui, en gros, c'est tous les 7 recherches sur Internet que vous pouvez planter un arbre. Aujourd'hui, il y a eu 150 millions d'arbres qui ont été plantés grâce à nous, grâce à nos recherches et grâce au fait qu'on peut imaginer les choses différemment. Ça a une évolution, ça a un impact. C'est ce que nous voyons au quotidien. Et le changement, aujourd'hui, on en parlait. Le changement, il est évidemment dans nos mains. C'est ce changement des consommateurs. Ça a un impact évidemment sur les entreprises, nous le savons. Mais il y a aussi un point essentiel, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'il nous faudrait à nouveau 2 heures et je n'ai plus que 2 minutes, c'est les États. Évidemment que les États aussi sont dans une obligation de faire évoluer les choses. On le voit, on l'a vu ces dernières années dans certains pays du monde. On le voit ici quand on parle de COP21 ou COP26, quand on parle de loi Pacte, on le voit quand on voit qu'il y a des taxes sur les GAFA. C'est que c'est faisable et qu'il y a des choses qui doivent être légiférées. Sans ces législations et sans ces évolutions, ce sera difficile de tout faire et de pouvoir changer ce que nous avons envie de changer. Et je vais vous laisser sur cette phrase. Et même si Elon Musk ne serait pas d'accord avec moi ou Jeff Bezos, c'est mon point. Personne ne peut tout faire, mais chacun peut faire quelque chose. Merci beaucoup et bonne journée chez Channel Changer. Alors, si on peut remettre le son. Merci beaucoup, Alexandre. Vous voyez qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça, et on était d'autant plus heureux de l'avoir ce matin avec nous pour qu'il brosse un peu ce paysage. On va poursuivre d'ailleurs sur donc un sujet qui nous fâche particulièrement en France. C'est l'argent et le rapport à l'argent. Et on va voir, parce que dans l'expérience que j'ai moi sur la façon aussi dont on explique aux entreprises qu'elles doivent changer, c'est de dire il faut d'abord commencer par arrêter de nous prendre pour des débiles. Nous, en tant que citoyens consommateurs, on est tout sauf stupides. Donc si on nous explique ce qui doit changer, enfin les conséquences de nos comportements. Prenez la livraison en 2 heures là, chez Amazon. Bon, quand on ne peut pas faire autrement, pourquoi pas? Mais sinon, on peut, en général, dans 95% des cas, éviter de se faire livrer en 2 heures. D'accord? Je ne parle même pas des 10 minutes de certaines, des nouveaux dark stores. D'accord?
Donc si on explique les conséquences de notre comportement, si on nous offre une alternative, et si on nous laisse choisir, en général, comme par hasard, les choses vont dans le bon sens. Donc pour expliquer tout ça et pour parler justement d'argent et comment on peut avoir des alternatives sur notre façon de gérer notre argent, je vais appeler Joseph et Julia. On y va. Alors, bienvenue à tous les deux. Donc, je suis très heureux. Alors, Alexandre m'a un peu renvoyé le coup de la génération, voilà, OK Boomer, sur nos actes. Donc, j'ai le plaisir justement d'accueillir la nouvelle génération. Voilà, 25 ans. Et Joseph, combien? 25 ans. 25 ans, les deux. Je ne dirais pas. Un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Vous allez sur leur profil LinkedIn, on dirait qu'ils en ont 18. Vous verrez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Joseph et Julia, ils sont très représentatifs, dans le bon sens du terme, de cette nouvelle génération. Moi, je suis toujours très impressionné de la maturité qu'ils ont, aussi de leur engagement. À ma gauche, École hôtelière de Lausanne, Master of Science XHEC. À ma droite, Julia. Alors, elle, c'est la totale, HEC Sciences Po. Bon, elle a eu un petit coup de mou sur l'ENA, mais elle s'est rattrapée en rentrant au BCG, donc Boston Consulting Group. Elle travaille à la BPI. Donc, l'un comme l'autre, ils ont décidé de changer le cours de leur vie et de fonder, ou de cofonder en l'occurrence, à chaque fois ils étaient avec une autre personne, une société, l'un dans la banque, Julia, qui s'appelle Helios, l'autre dans l'épargne et l'assurance, Goodvest. Et donc, ils vont vous montrer, quand je parlais d'alternatives, de comment on peut vous proposer des alternatives, aussi bien pour gérer son compte que d'investir dans des placements responsables. Donc avant qu'ils vous expliquent un peu tout ça, on va peut-être justement repartir de où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui coinçait jusqu'à présent dans ce domaine caricatural qui est la banque et l'assurance. Je renvoie sur un rapport des Amis de la Terre qui a clairement montré l'impact de la banque et de l'assurance, notamment sur les gaz à effet de serre, liés au choix d'investissement. Donc peut-être déjà vous entendre tous les deux sur pourquoi, voilà, je pense qu'il a été à l'origine aussi de votre engagement et de la création d'Helios d'un côté et de Goodvest de l'autre. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, y compris avec la dimension très personnelle que ça a eu pour vous? Bonjour à tous. Ça ne marche pas. Ah, il faut que le macro marche. Ça marche? Bonjour. Ah, ça marche? Non, ça marche pas. On peut échanger le micro? Allez. Bonjour à tous. Ah, ça marche, Voilà. ça y est. Eh bien alors, peut-être pour repartir sur le problème qui nous a amené à créer une banque engagée dans la transition écologique qui s'appelle Helios. Donc moi, effectivement, je travaillais dans la finance. Et ce que je voyais de l'intérieur dans cette industrie, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de marketing, beaucoup de communication pour parler des engagements en faveur du climat dans les banques. Et la réalité à l'intérieur de ces institutions, c'est qu'on ne fait pas assez, on ne va pas assez vite et assez loin pour cesser notamment de financer ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qui représentent la majeure partie de nos émissions carbone. Et c'est à cause de ça que nous, citoyens, on a une empreinte carbone indirectement via notre argent à la banque. Et on a voulu faire changer cette industrie de l'intérieur en créant une alternative. Merci beaucoup. Et Joseph, peut-être sur les placements, notamment, tu me donnais un chiffre qui est assez consternant mais révélateur, qui était que 0,2% des fonds qui sont investis aujourd'hui respectent l'accord de Paris. Donc, je ne sais pas si je pense que vous savez tout ce que c'est le fait qu'on essaie de ne pas dépasser un réchauffement de plus d'1,5 degré de notre jolie planète. Voilà, 0,2%. Effectivement, alors c'est un peu plus si on prend en compte les scopes 1 et 2, donc les émissions directes. Et en fait, si on prend en compte les émissions indirectes, qui peuvent représenter aujourd'hui la majorité des émissions d'une entreprise, on descend à seulement 0,2% des actifs globaux qui sont alignés sur l'accord de Paris. La raison pour laquelle on a créé Goodvest, c'est qu'on parle beaucoup de finances vertes, d'ISR, et qu'aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin. Je peux prendre un exemple, il y a le label ISR que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui aujourd'hui n'exclut toujours pas les énergies fossiles. Donc il a été beaucoup critiqué, y compris par les professionnels du secteur. Il est en train d'être complètement réorganisé. Et on vient d'apprendre la semaine dernière que malheureusement, le charbon n'allait toujours pas être exclu des fonds labellisés ISR. Donc c'est pour cette raison qu'on a créé Goodvest, c'est pour aller plus loin et ne pas s'arrêter au label dans les solutions d'épargne qu'on propose. Ok, alors concrètement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Quel est votre
proposition de valeur, comme on dit, l'offre que vous proposez, et qu'est-ce qu'on peut, voilà, raconter un peu de ce que vous, Avant vous de adressez me permet un aux deuxième consommateurs. chiffre, sans vous assommer de chiffres, mais qui est important, Oui. qui est que Oui. en 2015, donc l'accord de Paris sur le climat, à ce moment-là, les banques se sont engagées à limiter, on espérait réduire leur financement aux énergies fossiles. Et donc depuis 2015, ces financements ont en réalité progressé de 15%. Donc concrètement, c'est ça qui nous amène à alimenter malheureusement la crise climatique avec notre argent. Donc qu'est-ce qu'on propose avec Helios? Notre objectif, c'est de proposer une alternative aux clients des banques qui puissent sortir leur argent des banques pour le mettre au service de ce qu'on appelle la transition écologique et solidaire. Donc concrètement, aujourd'hui, on a des comptes courants, des comptes joints, des livrets d'épargne qu'on ouvre depuis une application en 8 minutes et on a un conseiller, enfin on a tous les services d'une banque classique, mais surtout on sait ce que fait son argent, on sait ce qu'on finance, ce qui est très différent d'une banque classique. Et enfin, chez Helios, tous nos financements sont dirigés vers des projets de transition, que ce soit dans l'énergie, dans la mobilité bas carbone, dans la rénovation thermique. Voilà. Et alors, Julia, comment vous garantissez ça, ce que tu disais là sur le fait que l'argent va vraiment être investi, pour le coup, dans des projets qui sont liés à la transition écologique et énergétique? Alors Helios, ça fonctionne comme une banque classique. Dans une banque classique, votre argent est utilisé par la banque, il ne dort pas dans un coffre, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et chez Helios, c'est pareil, mais nos financements sont dirigés vers la transition. Et par ailleurs, nous, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on finance. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Julia, si vous voyez dans ce que disait Alexandre tout à l'heure, il parlait de facilité. Donc, je pense que c'est aussi un bon symbole, on va le voir aussi avec Goodvest, qui répond dans un cas comme dans l'autre à cette idée de facilité, de fluidité, de rapidité. Hein. C'est 8 minutes, c'est ça? Si je reprends ton mot. Donc là aussi, je pense que c'est un élément intéressant dans ce que vous apportez aussi. C'est à la fois une façon d'investir, de gérer son argent, et puis en même temps les bienfaits, si je puis dire, du digital. Voilà. Joseph, concrètement, c'est quoi? Et pareil, comment vous garantissez, quelle garantie vous nous apportez que l'argent qu'on va placer chez Goodvest, il va être bien investi, si je puis dire? Alors effectivement, donc on a construit toute une méthodologie chez Goodvest. On ne va pas s'arrêter au label. Je vous ai expliqué tout à l'heure hein, les problèmes des labels. Et donc on propose une assurance vie et on a construit une méthodologie. Donc on va exclure notamment tous les secteurs néfastes, donc toutes les énergies fossiles, extraction, production, charbon, pétrole et gaz. Et ça, c'est un point encore une fois assez important. On a pas mal de fonds hein, qui vont exclure uniquement, par exemple, l'extraction de charbon. Si on n'exclut pas la production de pétrole, malheureusement, ça ne suffit pas. Ensuite, on va également analyser ligne par ligne l'empreinte carbone sur les 3 scopes des entreprises dans lesquelles on investit chez Goodvest. Donc pour ça, on a noué un partenariat avec Carbon 4 Finance, donc avec lesquels qui estime aujourd'hui hein, les émissions de CO2, pas uniquement sur les scopes 1 et 2 qui sont obligatoires dans la publication des rapports des entreprises, mais également sur le scope 3. Et enfin, on va étudier la politique de vote des sociétés aux assemblées générales des actionnaires. Et donc ça, c'est un moyen de vérifier qu'en fait, ce n'est pas uniquement dans la sélection, mais également en tant qu'actionnaire qui vous permettent d'agir. Et enfin, on apporte de la transparence également. On vous permet de choisir vos thèmes d'investissement et on vous donne accès sur votre compte aux émissions induites et aux émissions évitées et à la trajectoire de réchauffement climatique estimée de votre portefeuille. Comme je vous le disais au début, on propose la première assurance vie qui est alignée sur l'accord de Paris et donc on vous donne accès à ces données. Et alors, si on parle quand même d'argent, justement, puisqu'on va rester aussi quand même des consommateurs qui ont envie que leur argent leur rapporte, qu'est-ce que vous garantissez comme intérêt sur cet argent? Alors, on ne peut pas garantir, je serais un magicien si je garantissais un rendement. Ce qu'on peut faire, c'est regarder les rendements qu'il y a eu dans les années passées. Il faut avoir une vision qui est sur le long terme, sur l'investissement responsable. Là, sur le début de l'année, on le sait, hein, avec la guerre en Ukraine, les prix des énergies fossiles ont augmenté, donc c'est plutôt les placements moins responsables qui ont performé, mais on s'accroche, on a une vision qui est sur le long terme. Et entre 2017 et 2021, les rendements de nos portefeuilles d'investissement étaient entre 3% pour les plus sécurisés et un peu plus de 10% pour les plus aventureux. Donc ce qui est important, c'est de garder une vision long terme, on investit dans l'avenir, dans les entreprises qui vont construire dans le monde de demain, et pas avoir une version court-termiste et spéculatrice. Enfin, je te posais exprès la question, parce que quand même, 2017-2021, c'est entre 3 et 10%, versus les livrets de développement durable. Ça n'a rien à voir parce que c'est du garanti, c'est quelque chose de très différent. Mais qui était à 0,5. Mais si je prends les fonds les plus stables, on va dire, sur lesquels vous donnez le plus de garanties, vous êtes déjà à 3%. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut rester dans des visions de performance, y compris de performance financière, alors certes mesurées, mais en tout cas qui vont bien au-delà d'un livret de développement durable, et qui, par rapport au livret de développement durable, ont beaucoup plus de garanties et d'engagement et de transparence
que ce que peuvent offrir la plupart des banques traditionnelles en tout cas. Voilà. Sur la partie, Julien, un peu même question sur voilà, comment vous gérez tout ça et qu'est-ce que vous apportez concrètement à vos clients et vos clientes. Alors avec Helios, on a le même niveau de sécurité qu'une banque classique, c'est-à-dire que vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, mon message, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile finalement pour refaire le lien avec Alexandre de passer à l'action. On se trouve toujours des excuses. Et il y a des petits gestes qui finalement changent assez peu de choses au quotidien quand on a les mêmes services que dans sa banque classique. Une fois qu'on a sauté le pas, finalement, ça ne change pas grand-chose dans son quotidien et pourtant ça change tout, puisque son argent travaille à faire alors quelque chose de positif. C'est peut-être un peu une emphase, mais la réalité, c'est au moins on sait ce que fait son argent et on peut participer à la transition simplement. Ok, super. Et peut-être pour terminer cet échange, donc, on voit bien que là, vous avez vraiment réfléchi à comment proposer cette alternative, comment intégrer aussi ces bienfaits du digital. Il y a des bons côtés quand même sur le digital, notamment sur ce côté fluidité. Donc, comment on va aussi intégrer ces nouvelles façons voilà, y compris de gérer son compte ou d'épargner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Votre vision voilà, c'est quoi la perspective par rapport à tout ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer pour qu'on puisse booster cette capacité justement à changer nos comportements et à offrir des alternatives, en particulier dans votre domaine à vous, dans le domaine financier. Joseph. Déjà, je pense qu'il faut du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut le temps d'obtenir les agréments. Nous, notre vision sur le très long terme, c'est de pouvoir proposer de créer nos propres fonds et puis uniquement sélectionner les fonds les plus durables qu'on a sur le marché. Donc il y a une question de temps. Il y a une question également d'évolution de la réglementation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était très compliqué de changer d'opérateur téléphonique. On devait perdre on était obligé de perdre son numéro de téléphone. Et ça, en fait, la réglementation, elle a évolué. Aujourd'hui, sur l'assurance vie, c'est très compliqué de transférer son assurance vie. Très souvent, on est obligé de faire un rachat. Parfois, c'est désavantageux. Parfois, ça n'a pas tellement de conséquences. Mais c'est vraiment un bras de fer avec sa banque pour transférer son assurance vie. Donc, c'est un travail sur lequel on fait. Il faut que la réglementation évolue. Et il faut que ce soit une demande aussi qui vienne des citoyens pour que les régulateurs soient obligés de faire évoluer la réglementation et ne soient pas bloqués par les lobbies, notamment dans les assurances. Pour compléter ce que Joseph vient de dire, l'autre point, c'est aussi la prise de conscience et la pédagogie, la sensibilisation. Notre problématique dans la banque et l'assurance, c'est souvent qu'on n'a pas conscience de ce sujet de l'empreinte carbone des banques. Autant on est, pour beaucoup d'entre nous, déjà un petit peu consommateurs, voire beaucoup. On sait que, effectivement, comme le disait Alexandre, via nos choix de consommation, on a un impact particulier sur le visage de la société, en tout cas de notre avenir, mais on en a moins conscience du point de vue de l'épargne. On n'est pas tellement encore aujourd'hui des épargnants acteurs. Et donc un de nos enjeux communs, c'est de créer des épargnants acteurs, en tout cas de partager cette connaissance de l'empreinte carbone de notre argent et des leviers qui sont à notre disposition pour orienter notre argent dans une direction plus positive. D'accord, donc je pense que ça symbolise bien aussi ce que je disais tout à l'heure sur le fait aussi de vous donner à voir ce que c'est que les conséquences de vos comportements, à la fois dans un aspect négatif, notamment par rapport à cette dimension de gaz à effet de serre, mais aussi positif. Et je pense que là-dessus, alors est-ce que vous avez un peu justement des projets pour aller encore plus loin dans cette transparence et dans cet accompagnement du consommateur, sachant que c'est vrai que notamment sur la partie assurance vie, tu dis aussi toi-même, c'est quand même quelque chose de souvent compliqué. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que la plupart du temps, les gens restent là où ils sont ou dans leur banque parce que ça leur fait peur de changer. Qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a aussi, vous avez des réflexions en cours ou à venir sur cette façon de faciliter ce changement au-delà effectivement des questions réglementaires qui ne sont pas évidentes, mais pour voilà, donner à voir et faire comprendre l'impact de nos gestes et de nos actes et comment ça peut évoluer dans le bon sens. Effectivement, je pense, comme Julien l'a dit, la partie pédagogie, elle est super importante. Donc on est en train de trouver les moyens pour vraiment apporter plus de transparence et permettre aux épargnants de comprendre aujourd'hui l'impact de leurs investissements. Dans les prochaines étapes, effectivement, on va lancer de nouveaux produits. Donc on travaille également sur Goodvest Kids. Aujourd'hui, on sait que l'épargne dans les livrets n'est pas protégée en termes d'inflation pour les mineurs. Et donc c'est important également de permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, d'être sensibilisés à ces questions. Donc on travaille là-dessus et sur le très long terme, l'objectif c'est de pouvoir créer nos propres fonds et de permettre aux investisseurs de voter directement
et d'exercer leur pouvoir de vote, parce qu'en fait, on le sait, hein, donc, les entreprises, les actionnaires peuvent voter aux assemblées générales des entreprises, et il y a, comme l'a souligné Alexandre, il y a plusieurs manières d'agir. On peut agir en tant que citoyen, mais on peut agir également en tant qu'entreprise et pousser les entreprises à aller plus loin, plus vite dans la transition écologique. Donc le citoyen consommateur, c'est aussi citoyen actionnaire. Là aussi, des évolutions ou des idées par rapport à ça, Julien? Alors on a fait un choix un peu radical avec Helios, c'est qu'on est donc une société à mission, certes, mais donc on a fait le choix d'intégrer dans notre gouvernance des représentants d'associations environnementales à qui on ouvre nos portes, on ouvre nos secrets de fabrication, entre guillemets, on leur donne une vue 360 sur tout ce qu'on fait. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent challenger nos choix de gouvernance, nos choix de gestion, nos choix d'investissement. Et ça nous permet d'aller plus loin. Évidemment, on ne sera jamais parfait, on essaie de faire le mieux. Mais en tout cas, ça nous permet d'être challengé en permanence pour aller dans la bonne direction. Et l'autre point, c'est 2 outils que je voudrais partager avec vous, qui sont un peu la première étape pour commencer à agir quand on a envie de faire sauter le pas du point de vue de la banque. C'est un premier outil qui est une calculatrice de l'intensité carbone de vos comptes bancaires. Donc sur le site d'Oxfam France, vous pouvez retrouver cette calculatrice et calculer tout simplement à partir de vos dépôts aujourd'hui dans la banque dans laquelle vous êtes, quelle est votre empreinte carbone liée à vos comptes bancaires. Et par ailleurs, une application qui s'appelle Rift, que vous allez retrouver dans les stores, qui vous permet de savoir, de scanner en fait, vos livrets et vos comptes et savoir quelle est l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte biodiversité de ces différents supports pour trouver potentiellement une alternative. Super, et tu peux nous donner un chiffre entre justement en moyenne ce que les gens calculent et ce que vous, enfin dans l'alternative que vous amenez, le différentiel en termes d'empreinte? On est justement en train de se faire auditer par Rift pour vous rentrer sur l'outil. Ce que je peux vous donner comme chiffre, c'est aujourd'hui le tout premier projet qu'on a financé, dont on est très fiers, c'est une centrale solaire qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est opérationnelle, ça y est, aujourd'hui, et qui donc permet d'éviter l'émission de 3200 tonnes de CO2 par an. Et donc globalement, grâce à notre communauté, aujourd'hui, on a évité l'émission de 25 000 tonnes de CO2 grâce à l'argent qu'on a sorti des banques. Super, bravo. Autre chose sinon à ajouter? Joseph, c'est bon? Je pense que c'est très intéressant, effectivement. Et Rift, c'est un super outil. Vous pouvez scanner également vos assurances vie. Donc, si vous vous demandez aujourd'hui si les fonds que vous avez sont vraiment responsables, parce que, comme on l'a dit, le label ISR ne suffit pas, c'est un très bon moyen de rentrer. Bon, c'est un peu manuel, il faut rentrer ligne par ligne les fonds qu'on a sur son assurance vie. Mais ça peut vous donner une vraie vision aujourd'hui de la trajectoire de réchauffement climatique de votre épargne. Aujourd'hui, la majorité des fonds sont sur des scénarios 4 degrés, voire 5 degrés. C'est que c'est des mondes dans lesquels on ne va absolument pas aller, qui ne sont même pas assurables. Et ça, c'est un bon moyen pour scanner son épargne, en fait. Grand merci à tous les deux. Je pense que vous avez parfaitement illustré ce que je disais sur la faculté de vous proposer des choses, de vous donner à voir voilà, les conséquences des comportements et quelles alternatives on peut avoir sur des choses aussi importantes et essentielles que la façon dont on gère notre argent et qui introduit parfaitement le prochain sujet qui est de dire voilà, il y a cette capacité à proposer des alternatives, à informer, à nous accompagner sur notre compréhension de ce qui se passe, mais il y a aussi comment on peut faciliter ce changement de comportement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour changer, d'accord, hein, changer, ça demande, y compris dans le cerveau, là, ça demande beaucoup d'énergie, et donc le cerveau, lui, il aime bien le mode automatique, il aime bien la routine, il aime bien voilà, la répétition. Donc, on n'est pas fait naturellement pour changer. Donc, il faut aussi faciliter ce changement. Et donc, c'est la dernière intervention que je vais demander à Stéphanie. Et merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir. Merci. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez ouvrir un compte ou épargner de façon responsable avec une vraie transparence sur l'impact de vos investissements. Je vais demander à Stéphanie de nous rejoindre. Stéphanie Foucard, vous êtes directrice de la mobilisation et de l'engagement de Citeo. Alors, on va revenir sur ce que c'est que Citeo. Mais justement, on va pouvoir apporter avec vous, notamment par votre formation à la fois d'historienne et sémiologue, hein, donc c'est l'analyse des signes. Et donc, par rapport à ces comportements, ces changements de comportement, on va justement revenir sur comment une entreprise à mission déjà, statutairement. Alors, on ne l'a pas dit, mais donc, comme l'avait dit Julia, donc une entreprise à mission, c'est une entreprise qui change ses statuts pour intégrer, pour affirmer sa volonté d'inclure les enjeux sociétaux, environnementaux
dans son business et dans son activité. Donc c'est quand même un acte assez lourd pour une entreprise de changer ses statuts. Et donc Citeo est une entreprise alors, qui a un intérêt général sur lequel on va revenir, mais qui, au-delà de ça, a été jusqu'à ce changement statutaire pour devenir entreprise à mission. Donc peut-être Stéphanie, nous rappeler déjà voilà, qu'est-ce qu'est Citeo et qu'est-ce que vous faites au sein de Citeo. Parce que ça fait presque 20 ans, je crois, que tu es dans cette Pas encore 20 ans, entreprise. 15 ans. Presque. Mais 15 ans. presque. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Alors oui, effectivement, peut-être vous préciser qui est Citeo. Peut-être que vous connaissez Eco-emballage ou Ecofolio. Citeo est né de la fusion de ces deux entreprises, donc a été créé il y a 30 ans pour réduire l'impact sur l'environnement de nos emballages et de nos papiers issus de notre consommation. Donc Citeo a été créé par les entreprises de la grande consommation pour proposer des solutions pour les consommateurs. La première des solutions qu'on a mis en accès aux consommateurs, c'est en fait le bac de tri. Votre bac de tri dans lequel vous mettez les emballages et les papiers pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie. On est donc devenu entreprise à mission fin 2020. On a réaffirmé une raison d'être, mais qui est celle en fait qu'on avait depuis déjà notre création, qui est d'accompagner et d'engager les acteurs économiques à produire, distribuer et consommer pour protéger notre planète, ses ressources, la biodiversité, le climat. Donc voilà qui est Citeo et comment... Ok, et justement, on a amené cette idée du comportement et de la difficulté de changer. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, pourquoi chez vous c'est si important, en particulier dans votre activité, dans le lien que vous avez avec cette activité? Sans le consommateur, on ne peut rien faire. Voilà, les autres intervenants l'ont dit de manière assez efficace. Dites-vous qu'en matière de gestion des déchets, si vous ne mettez pas dans votre bac de tri les emballages et les papiers, en fait, on peut concevoir des solutions industrielles et économiques extrêmement performantes. Et bien là, tout d'un coup, elles ne fonctionnent plus. Donc le consommateur, c'est l'alpha et l'oméga. Ce sont nos choix individuels et ce sont nos choix collectifs qui font la performance des solutions qu'on peut imaginer. Donc on a placé effectivement le consommateur au centre de notre réflexion chez Citeo. On étudie les évolutions de comportement, nos évolutions aussi de société, nos modes de vie. Il y a énormément d'évolutions qu'on peut constater, là ne serait-ce que depuis 5 ans, mais alors imaginez sur une trentaine d'années. Et on accompagne les acteurs, les entreprises, les marques, les collectivités, les acteurs des territoires, les collectifs citoyens, pour justement les éclairer sur ces changements de manière à ce qu'eux puissent proposer des solutions qui soient pertinentes. Ok. Et par rapport à ça, donc peut-être aussi nous donner ce qui est intéressant par rapport à ces comportements. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans et est-ce qu'il y a eu des évolutions que vous avez pu constater justement, puisque donc, l'ancêtre de Citeo notamment à Eco-emballage, est-ce qu'il y a eu des évolutions qui ont été marquantes et si oui, quelles sont-elles? La première évolution que nous on a constatée, c'est qu'avant 1992, vous mettiez tous vos déchets dans une seule poubelle. Et du point de vue des représentations sociales, du point de vue des représentations collectives, jeter n'était pas un sujet. Le déchet, c'est ce qu'on met à l'extérieur du domicile, dont on se débarrasse le plus rapidement possible, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas questionner. Voilà, c'est un effet un peu magique. En 92, on a commencé à installer ce qu'on appelle le dispositif de tri et de recyclage. Donc, on a installé des bacs et il a fallu accompagner ce changement, qui n'est pas simple, parce que vous l'avez dit, il y a la force des habitudes. On est programmé, notre cerveau, il est extrêmement efficace. Notre cerveau, il est formidable parce qu'il nous permet de faire des choix le plus rapidement possible. Et en fait, tous les jours, toutes les secondes, vous devez faire des choix. Donc, inhiber une habitude, dire au cerveau, on peut faire autrement, il y a une alternative, ça prend énormément d'énergie. Tu l'as dit, Thomas. Et en fait, nous, il a fallu qu'on accompagne ce changement, donc en fait, qu'on dirige finalement les consommateurs, non pas vers uniquement un geste qui est celui de jeter, mais vers une réflexion pour dire, tu peux faire autrement. Donc on a quand même un grand succès, je pense qu'on peut s'en féliciter, puisqu'on a 89% des Français qui trient. Alors je dois vous dire quand même que la moitié trie systématiquement, on peut encore progresser. On a 70% de recyclage des emballages en France aujourd'hui. Et en moins d'une génération, on a installé ce comportement. Maintenant, il faut qu'on en installe d'autres, parce qu'il y a d'autres solutions complémentaires au recyclage pour traiter les déchets d'emballage et de papier.
La réduction à la source, Alexandre l'a dit, effectivement, en tant que consommateur, on a le pouvoir de diriger nos achats vers des offres plus responsables. Alors c'est une co-responsabilité, puisque les entreprises ont aussi la responsabilité de développer cette offre responsable, et nous, on a la responsabilité en tant que consommateur de choisir celle-ci. La co-responsabilité, c'est aussi lorsqu'on a une solution qui est mise à notre disposition, c'est de s'en emparer. Voilà, donc ça, c'est je m'égare un peu parce qu'effectivement, tu parlais des évolutions depuis 30 ans, mais je voulais juste insister sur le fait qu'il y a déjà ce point-là qui a changé. Après, il y a d'autres évolutions de société. Déjà, nos modes de vie ont énormément changé. Ceux qui étaient là en 92, l'audience se rajeunit année après année, voilà, se souviennent que les repas se prenaient majoritairement à domicile, la consommation nomade n'était pas aussi fréquente, la façon dont on faisait aussi nos courses était différente. Il n'y avait pas l'explosion du digital, la vente sur le net. Donc on a ces grands changements structurels qu'aujourd'hui on doit accompagner parce que ça a des impacts sur les territoires, donc forcément sur la gestion de nos déchets. Et puis, du point de vue, je dirais, des opinions, et là, les transformations se sont accélérées il y a, voilà, ne serait-ce que 5 ans, il y a une forme de prise de conscience très forte de l'urgence climatique et en même temps, une sorte de paralysie. Voilà, c'est par quoi on commence, comment on agit, et un point qui n'a peut-être pas été dit, mais qu'on peut percevoir, une moralisation de la consommation. Et ça, c'est un point important parce que, alors voilà, parce que la moralisation de la consommation, c'est en fait, on a tous noté notre difficulté individuelle et collective à changer. Voilà, ça c'est un point, vous le vivez au quotidien. Et en même temps, on est assez prompt à jeter la première pierre. Voilà. Alexandre le disait, qui n'a pas commandé sur Amazon, qui n'a pas pris l'avion par facilité au lieu de prendre un moyen de transport à moindre empreinte carbone. On a envie en fait d'un changement qui est radical parce qu'on a peur et que les chiffres sont inquiétants. Il suffit voilà, d'ouvrir la radio, de regarder la télé, de regarder les infos sur le web et du coup de pointer en fait celui qui est responsable. Et le premier point peut-être que je peux souligner si on veut aider son entourage à changer ses comportements, c'est ne pointez pas du doigt ce que l'autre fait mal, mais mettez en avant plutôt ce qu'il fait déjà bien. Et ça, c'est, voilà, s'il y a une seule chose que vous devez, je pense, retenir de mon intervention, c'est celle-ci. Et concrètement, vous le valorisez comment chez Citeo, vous le promouvez comment, ce que tu viens de dire, voilà, déjà, pour voir ce qui va bien, ce que les gens font bien. Alors, on travaille, nous, sur la mobilisation avec nos partenaires, les marques, les entreprises, les collectivités, les territoires, je vous l'ai dit, et on agit aussi en direct des consommateurs. Vous avez peut-être vu nos campagnes, vous nous suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas, faites-le. Voilà, et on essaye de pointer effectivement ce qui est positif et de donner des tips, des astuces pour s'engager dans une action supplémentaire. À l'échelle individuelle, il y a une première chose qui est extrêmement importante, c'est prendre conscience de ce qu'on fait, à la fois pour voir le positif, aussi pour voir le négatif, parce que ça questionne l'habitude. C'est un point qui est extrêmement difficile à mener au quotidien parce que voilà, on fait les choses par automatisme. Le deuxième point aussi qui est essentiel, c'est de ne pas se fier à ces perceptions. Il y a énormément d'idées reçues aujourd'hui qui circulent sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Il faut essayer effectivement de trouver la bonne information. Alors, dans d'autres mondes, c'est un peu compliqué. Et nous, on travaille beaucoup avec les acteurs de l'éducation à l'environnement pour aider justement les individus, chacun de nous, à finalement être maître de ses propres apprentissages, à développer son esprit critique et finalement à développer une forme d'autonomie dans ses pratiques. L'éducation à l'environnement, c'est pas du tout vous posez une question, on vous donne une réponse. C'est vous posez une question et on vous accompagne pour trouver voilà, vos propres réponses. Donc c'est la manière dont on travaille. Donc ça c'est en amont avec notamment les enfants, enfin voilà, sur cette partie éducative. Sur la partie des adultes, puisque
ce que tu mentionnais, on ne sait pas si vous avez entendu parler des nudges, donc c'est justement ces coups de pouce qui vous aident justement à changer. Et l'une des difficultés qu'on a tous, c'est effectivement comment on peut ancrer ces changements dans la durée, parce que c'est ça, souvent on peut faire un changement parce que voilà, il y a une opération sur la journée de la Terre, qui fait qu'on va, pour le coup, par exemple, mieux trier sur une journée, mais que, voilà, par facilité, là aussi, souvent on revient à nos mauvais comportements, si je puis dire, en tout cas sur l'impact que ça a sur l'environnement. Donc c'est comment on essaye d'ancrer aussi, je pense, ce changement de comportement dans la durée. Moi, je prends souvent l'exemple de Yuka, qui est une application intéressante de ce point de vue-là, parce que Yuka, la première fois que vous le faites, c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo. Mais ce qui est de plus en plus intéressant avec Yuka, c'est qu'une fois que vous avez commencé, je ne sais pas quoi, on va regarder le jambon que vous achetiez et quelle est la qualité du jambon et ce qu'il y avait dedans, est-ce qu'il y a nitrite et tout ça, vous allez vous dire que je vais faire la même chose pour la moutarde, la glace, la crème que je me mets sur le visage, et ainsi de suite. Et que du coup, vous élargissez votre questionnement et que petit à petit, vous allez changer dans la durée et en profondeur vos comportements. Donc, est-ce que là aussi, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez là-dessus chez Citeo par rapport aussi à la complexité, hein, on le voit bien sur cette gestion des différents types de déchets qu'on a, et il y en a un certain nombre. Et comment, notamment, il y avait aussi cette simplification par rapport au tri sur le plastique, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent justement d'ancrer ces comportements dans la durée? Je dirais un mot, c'est accessibilité. Accessibilité de l'information, accessibilité ce qu'on appelle les dispositifs techniques pour rendre effectivement l'action la plus simple possible, pour développer l'automatisme. Alors, tu parlais de Yuka. Nous, on a développé une appli qui est le guide du tri de Citeo, qui est disponible sur tous les stores, qui est gratuite et qui donne la consigne de tri géolocalisée. Donc, vous partez en visite chez des amis dans une ville que vous ne connaissez pas et vous vous dites je ne sais pas comment on trie, vous renseignez le code postal et on vous donne la consigne de tri avec la bonne couleur de bac, des astuces pour bien trier. Donc, c'est un service qu'on offre aux consommateurs et qui va rendre facile l'information sur le tri des déchets. Voilà, ça c'est un premier exemple. Après, on travaille aussi en communication engageante. Parce qu'effectivement, tu parlais des nudges. Les nudges, en fait, ça peut se diluer dans le temps. Une fois que vous avez compris la mécanique, une fois que vous avez compris qu'on a peint les marches d'un escalier de différentes couleurs pour reproduire le clavier d'un piano et que ça fait du bruit, bon, vous le faites la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous vous dites c'est pas mal l'escalator, voilà. Donc le nudge, il n'assure pas la permanence du comportement. La communication engageante, elle engage l'individu dans l'action progressivement, c'est vraiment un système de coaching. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête en matière d'engagement, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est convaincu qu'il est bien de faire quelque chose qu'on le fait, mais c'est parce qu'on fait quelque chose qu'on est convaincu que c'est bien. Alors, dit autrement. Alors, illustrons. C'est pas parce que vous irez dire à quelqu'un c'est pas bien, tu tries pas tes déchets, mais je vais t'expliquer, le recyclage, c'est bénéfice, le réemploi, c'est bénéfice. Enfin, voilà. C'est pas en apportant les arguments que vous allez amener un réfractaire à changer ses habitudes. La rationalité. Voilà. La rationalité des arguments, et je peux vous dire que vous pouvez avoir les arguments les plus pertinents possibles. Si vous ne prenez pas en compte son contexte et ses difficultés, vous lui renvoyez finalement quelque chose de négatif. Donc, qu'est-ce que vous faites lorsqu'on vous renvoie quelque chose de négatif? On se défend. Donc, du coup, la personne en face de vous, le réfractaire, va finalement développer ce qu'on appelle une réactance, c'est-à-dire qu'il va développer tous les arguments pour justement les opposer aux autres. Si vous connaissez la communication non violente, c'est un peu le même principe. Je t'agresse, tu m'agresses en retour. Voilà. Et donc, on a quand même en nous-mêmes un principe de congruence qui fait qu'on n'aime pas du tout que nos pensées soient désalignées avec nos actes. Voilà, si vous connaissez l'expression de moi je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà, on est très fiers de ça. Donc, quand en fait vous êtes amené finalement à développer des arguments au départ, peut-être d'ailleurs sur de la mauvaise foi, juste pour échapper à ce que vous considérez être l'agression de l'autre, la remise en question de l'autre, et bien du coup, vous allez aligner vos comportements avec ce que vous avez défendu.
Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des fumeurs. Moi, je suis une fumeuse repentie. Pendant des années, j'ai développé des systèmes argumentaires extrêmement complexes pour répondre à toutes les personnes qui me disaient « Mais quand même, Stéphanie, il faut que tu arrêtes de fumer ». Donc ça, ce n'est pas la bonne méthode. Si vous voulez engager quelqu'un dans une spirale vertueuse, il va falloir entendre ses difficultés et en fait lui poser la question de « Ok, tu ne peux pas tout révolutionner dans ta vie, voilà, mais si tu commençais par quelque chose, ça serait quoi le plus simple pour toi ?» Voilà, donc vous l'engagez déjà dans une action, vous obtenez de lui du coup un premier pas, et ensuite vous éclairez le bénéfice qu'il peut y trouver pour vraiment, comment dire, consolider cette première action. Je prends l'exemple du tri. Si voilà, moi j'ai été en coloc pendant un certain temps. La meilleure manière de convaincre quelqu'un, c'est de lui dire « Ok, tu ne veux pas trier, mais est-ce que tu peux à minima trier les bouteilles en verre ? Moi, ça m'embête, c'est lourd. » Alors là, je vous passe hein, les faux arguments. J'y arrive pas. Pardon, excusez-moi, je repense à des scènes un peu ridicules. Voilà, vous valorisez l'autre qui va du coup trier un premier emballage, les emballages en verre, et vous dites c'est génial, c'est super, regarde, la cuisine n'est plus encombrée, et puis tu sais que ça économise des ressources naturelles, ça lutte contre effectivement la disparition du sable, puisque pour faire du verre, on utilise du sable, ça économise de l'énergie, etc. Et après, une fois que vous avez passé ce premier cap, que vous l'avez bien installé, vous en passez un deuxième. Mettre en avant le bénéfice, c'est le bénéfice dans l'absolu et le bénéfice pour soi. Et là, ce que je veux éclairer, le bénéfice pour soi, c'était mon grand sourire et ma satisfaction personnelle. Voilà. Tout à fait. Et ça fonctionne, et ça, les colloques, ça parle aux jeunes aussi, toutes les générations. Juste pour terminer, puisque notre débat s'achève, là aussi, un peu même question que précédemment dans l'échange. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est quoi les perspectives pour aller encore plus loin ? Puisqu'on a vu quand même que tu disais que 50% seulement d'entre nous gèrent vraiment correctement ou trient l'ensemble de leurs déchets. Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin ? Favoriser l'accessibilité, comme je disais, donc simplifier tous les gestes du quotidien pour les consommateurs, par voilà, rendre accessible l'information, simplifier les contextes techniques, donc développer des solutions qui certes sont pensées à une échelle, je dirais, que ça soit nationale ou internationale en termes industriels et économiques, mais en mettant le consommateur au centre. Non pas parce qu'il est l'alpha et l'oméga, mais parce que si en fait on ne tient pas compte du facteur humain dans, je dirais, toute l'innovation technologique, en fait, on va développer des systèmes extrêmement performants, sophistiqués, mais qui ne serviront à rien. Donc, je dirais, le mot de la fin pour moi, c'est toujours intégrer le facteur humain, qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pour faire changer les choses. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, écoutez, bravo d'abord, on peut applaudir. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère qu'on vous aura montré à la fois votre pouvoir. Je pense qu'Alexandre l'a parfaitement illustré. Vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir, notamment avec notre carte bleue, mais pas que. Que vous avez de plus en plus d'alternatives. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vraiment d'aller parcourir les allées du salon. Vous allez voir, ça fourmille d'initiatives. Ça fourmille d'alternatives qu'on vous propose sur la mode, sur voilà, les transports, sur voilà. Vous verrez qu'il y a plein de choses. Donc nous avons des alternatives. Et puis vous voyez qu'il y a des organismes comme Citeo qui travaillent aussi pour faciliter nos changements de comportement qui ne sont pas évidents, mais qui, si on le fait de cette façon-là, de cette façon positive, telle que l'a décrit Stéphanie, cette façon progressive, eh ben, normalement, nous devrions arriver à tous changer parce que nous avons un grand enjeu, tous, voilà, autant que nous sommes, c'est cette accélération et cette massification dans le changement de comportement. Et que si on veut effectivement arriver à tenir, faire que notamment l'évolution de notre climat ne dérape pas trop et reste dans des limites raisonnables et acceptables pour la vie humaine, il faut absolument qu'on accélère et qu'on massifie nos changements de comportement. Donc voilà, on compte sur vous. J'espère qu'on vous a montré que c'est possible, qu'il y a des alternatives et qu'il faut effectivement qu'on travaille sur nos changements de comportement. Merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci.